La Corée du Nord, un pays fermé, discret, souvent incompris. Un pays que presque personne n'ose attaquer, pas parce qu'il est le plus riche, pas parce qu'il est le plus puissant technologiquement, mais parce que le prix à payer pour l'attaquer serait immense. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir en arrière. En 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin. Le Japon quitte la péninsule coréenne après des décennies d'occupation. Mais au lieu de retrouver son unité, la Corée est divisée brutalement. Au nord, l'Union soviétique soutient la création d'un régime communiste. Au sud, les États-Unis appuient un gouvernement opposé. La frontière est tracée à la hâte le long du 38e parallèle. Deux idéologies, deux visions du monde, un seul peuple séparé. Au nord, un homme prend le pouvoir, Kim Il-sung. Ancien résistant, soutenu par Moscou, il rêve d'une Corée réunifiée par la force. Pour lui, l'armée devient immédiatement la priorité absolue. En 1950, sans déclaration officielle, les forces nord-coréennes franchissent la frontière. La guerre éclate, Séoul tombe en quelques jours. Mais très vite, les États-Unis interviennent sous mandat de l'ONU. Puis la Chine entre à son tour dans le conflit. La péninsule devient un champ de bataille mondial. Pendant 3 ans, la guerre est totale, bombardements massifs, villes rasées, villages effacés de la carte, plus de 3 millions de personnes meurent. La Corée du Nord est presque entièrement détruite. En 1953, un armistice est signé, pas un traité de paix, un simple cessez-le-feu. La guerre est suspendue, mais elle n'est jamais terminée. Une zone démilitarisée est créée entre les deux Corées. La DMZ devient l'une des frontières les plus surveillées et militarisées du monde. Pour la Corée du Nord, une leçon s'impose. Ne plus jamais être faible, ne plus jamais dépendre des autres, ne plus jamais risquer l'anéantissement. Le régime adopte une idéologie appelée juche, autosuffisance totale, nationalisme extrême, militarisation complète de la société. Chaque citoyen devient un soldat potentiel. Chaque enfant apprend que la guerre peut reprendre à tout moment. La peur devient un outil politique. L'armée nord-coréenne grossit rapidement. Des millions de soldats actifs et de réservistes, une des armées les plus nombreuses au monde. Mais la Corée du Nord sait qu'elle ne peut pas gagner une guerre classique contre les grandes puissances. Alors elle adopte une autre stratégie. La guerre asymétrique, infiltration, sabotage, attaque surprise, opération derrière les lignes ennemies. Le pays développe des forces spéciales parmi les plus nombreuses de la planète. Des unités entraînées pour frapper vite, discrètement et semer le chaos. Leur mission n'est pas de conquérir un territoire, mais de paralyser l'ennemi dès les premières heures. Sous la frontière, des tunnels sont creusés pendant des décennies. Certains sont assez larges pour faire passer des milliers de soldats. D'autres débouchent d'un près de Séoul. Personne ne sait combien existent encore. Pendant ce temps, la frontière n'est jamais totalement calme. Escarmouches, infiltrations, tentatives d'assassinat, provocations régulières, la guerre continue, mais à bas bruit. Dans les années 1990, la Corée du Nord comprend une chose essentielle. Sans une arme décisive, le régime ne survivra pas. Alors, malgré les sanctions, malgré la famine, malgré l'isolement, le pays lance un programme nucléaire. Pour le régime, l'arme nucléaire n'est pas une arme offensive. C'est une assurance vie. Aujourd'hui, la Corée du Nord possède des ogives nucléaires et des missiles capables de frapper la Corée du Sud, le Japon et potentiellement des territoires américains. Ce simple fait change toutes les règles. Attaquer la Corée du Nord ne serait pas une guerre rapide. Séoul, une mégapole de millions d'habitants, est à portée immédiate de l'artillerie nord-coréenne. En quelques heures, les pertes civiles seraient énormes. Une guerre locale deviendrait régionale, puis mondiale, la Chine observerait. Les États-Unis interviendraient, le Japon serait directement menacé, chaque décision pourrait déclencher une escalade incontrôlable. C'est pour cette raison que, malgré les provocations, les missiles et les discours violents, personne n'attaque. Le régime nord-coréen le sait, et il joue constamment avec cette limite. Sous Kim Jong-un, la stratégie reste la même. Provoquer sans jamais aller trop loin, menacer sans déclencher la guerre. Chaque essai de missile est un message. Chaque parade militaire est une démonstration, chaque silence est calculé. Le soldat nord-coréen vit dans une discipline extrême, peu de nourriture, peu de liberté, mais aussi une préparation mentale totale à la guerre. Pour lui, le conflit n'est pas une hypothèse. C'est une certitude transmise de génération en génération. La Corée du Nord n'est pas invincible. Mais elle a construit une défense unique au monde. Une défense fondée sur la peur du coût humain, sur l'incertitude, sur la dissuasion. C'est pour cela que, depuis plus de 70 ans, la guerre n'a jamais repris totalement. Officiellement, la guerre de Corée est terminée. En réalité, elle est simplement en pause, silencieuse, latente, toujours prête à reprendre, et tant qu'aucun traité de paix ne sera signé, tant que la péninsule restera divisée, la Corée du Nord restera ce pays que personne n'ose attaquer.